bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Antoine Petit, je suis effectivement le PDG du CNRS et je suis venu avec Mathieu. Bonjour, je suis Mathieu Masselin, je suis le CEO de Wondercraft. Wondercraft, on est la startup qui fait ce que vous êtes en train de voir juste ici. Voilà, et on va essayer de vous démontrer pourquoi là, une recherche fondamentale au meilleur niveau international et l'entrepreneuriat, ça fait bon ménage. Et c'est même probablement une des caractéristiques nécessaires de la deep tech. Et de la deep tech, c'est lié au fait qu'il y a, comme son nom l'indique, une technologie profonde. Et que cette technologie profonde, eh bien, si elle est basée sur de la science au meilleur niveau international, vous avez plus de chances que l'entreprise que vous allez créer, eh bien, elle soit performante au plus haut niveau international. Et c'est exactement ce que fait Wondercraft. Ouais, alors, il faut voir que derrière cet exosquelette que vous voyez là, il y a plus de 10 ans de travail. Des dizaines de chercheurs qu'on a fait venir, qu'on a recrutés, qu'on a formés. Mais au-delà de la science, il y a aussi le besoin. Et moi, j'avais une question pour Antoine, mais pour vous tous. Antoine, c'est quand la dernière fois que tes enfants sont venus te voir? Il y a 3 jours. OK. Et quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes allé voir vos parents? Je pense assez récemment. Imaginez que vous ne soyez pas allé les voir depuis un mois, ou depuis un an, ou depuis 5 ans. En coulisses, là, on a le reste de l'équipe. On a Stanislas, Jean-Louis, Kevin qui vont vous expliquer comment marche l'exo. Kevin, ça fait 10 ans qu'il n'est pas allé voir son père. Et la raison pour ça, c'est que quand vous êtes en fauteuil, vous pouvez adapter votre appartement, vous pouvez faire en sorte que chez vous, vous soyez à l'aise, mais vous ne pouvez pas adapter le monde. Le monde, il ne peut pas être adapté pour les fauteuils parce qu'il a été construit pour des personnes qui sont debout sur leurs pieds. Et c'est vraiment ça, ce sur quoi on a voulu travailler depuis le début de Wondercraft. C'est pour ça qu'on fait travailler des dizaines et des dizaines d'ingénieurs, de chercheurs, de docteurs, des gens comme vous, en fait. Et voilà, c'est ça qu'on voudrait vous montrer à toi, Antoine, et à vous. Allez, on y va. Ok, c'est parti. Donc maintenant, Kevin va pouvoir s'installer dans Atalante. Donc pour ça, on va ouvrir toutes les attaches. Donc, vous pouvez voir qu'Atalante, c'est un exosquelette de marche qui donc va permettre à Kevin de se lever et marcher. Il a une structure totalement différente de la plupart des autres exosquelettes qu'on peut trouver sur le marché. Et ça, parce qu'il est équipé de 6 moteurs sur chaque jambe, donc qui permettent de faire tous les mouvements du pied par rapport au buste. Et la raison pour laquelle on est parti sur un design comme ça à l'origine de Wondercraft, c'est qu'on a regardé dans l'état de l'art ce qui se fait, et on a vu que dans le monde des robots humanoïdes, il y a beaucoup de robots capables de marcher debout sur leurs 2 pieds et stables. Et donc à ce moment-là, on s'est dit qu'on allait designer un robot humanoïde avec une forme d'exosquelette qui serait capable de non seulement marcher en équilibre, et aussi de transporter un humain en totale stabilité. Kevin, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu ? Bonjour à tous, je m'appelle Piet Kevin. Je travaille au sein de Wondercraft depuis 2 ans maintenant. Je suis pilote de l'exosquelette. Et voilà, je suis paraplégique depuis 10 ans suite à un accident de la circulation. Et du coup, quand Kevin nous a rejoints, ça a été un moment assez fort parce que voir des personnes qui utilisent l'exo, et ça nous permet de comprendre beaucoup mieux ce dont ils ont besoin. Et derrière, ça nous permet aussi de comprendre le sens de ce pourquoi on travaille. Il y a des personnes comme Stanislas, comme Jean-Louis, qui au quotidien développent les algos qui font bouger l'exo. Ils ont besoin de voir le sens de ce qu'ils font au quotidien. Et en fait, on a une synergie vraiment très très forte au sein de Wondercraft entre les utilisateurs, les développeurs et toute la partie business et stratégie. Absolument, et on a une équipe forte d'un point de vue scientifique qui du coup travaille sur... on a étudié des centaines de papiers de recherche avec une équipe composée d'ingénieurs, de docteurs et de doctorants comme vous pour arriver au niveau de stabilité et de confort pour le patient qu'on va vous montrer d'une minute à l'autre. Vous pouvez voir qu'au niveau de l'installation de Kevin, il a mis ses jambes dans les jambes d'Atalante. Il a positionné on a attaché ses pieds, ses genoux et ses cuisses à l'aide de straps. Et au niveau du buste, même chose. En termes d'interface de commande, il va utiliser l'IMU qui se trouve au niveau de sa nuque et la télécommande qu'il a sur la jambe droite de l'exosquelette pour pouvoir se déplacer en toute autonomie. Voilà, dès à présent, je vais pouvoir enfin me lever.
Donc là, Kevin a un petit peu de spasticité, c'est tout à fait normal lorsque le corps se déplie. Je te laisse expliquer si tu veux. Voilà, en fait, à force de ne pas me lever, j'ai ce qu'on appelle de la spasticité, c'est une réduction musculaire, c'est les muscles qui se rétractent. Donc au moment où je me lève, en fait, le muscle a un effet un peu élastique, et c'est juste au moment où il a juste besoin de se détendre, en fait. Et on appelle ça de la spasticité dans le milieu médical. Ok. Tu viens nous rejoindre, Kevin? Je viens vous rejoindre. Ok, donc là, vous pouvez voir qu'Atalante marche de façon totalement équilibrée, ou du moins, Kevin marche de façon totalement équilibrée avec Atalante. L'idée étant qu'à chaque milliseconde, en fait, Atalante détecte les efforts qu'il y a au niveau de ses pieds et des 5 IMU qui se trouvent dans son corps pour modifier et corriger sa trajectoire et assurer la stabilité de Kevin. Kevin, qu'est-ce que tu ressens en marchant? Est-ce que c'est difficile? Tu as des efforts à faire? Totalement rien du tout, je fais rien du tout. Donc vous avez pu voir que Kevin a pu marcher, mais il peut aussi du coup se déplacer avec les 2 pieds au sol dans toutes les directions et pouvoir interagir avec n'importe quelle partie de son environnement. Antoine, un verre? Un petit verre. Barman? Ce que vous voyez là, c'est que Kevin n'a pas besoin d'utiliser ni ses mains ni quoi que ce soit pour gérer l'équilibre. Comme disait Stanislas, hop là. Pardon. Bon. C'est vraiment l'exosquelette qui gère l'équilibre pour Kevin. Et ça, c'est un travail énorme. C'est un travail de recherche du type de ce qu'on a dans les labos du CNRS, par exemple, mais aussi dans des grands labos aux États-Unis, en Chine. C'est vraiment l'état de l'art. Et pour moi, la deep tech, c'est vraiment ça. C'est transformer cette science qui peut être produite dans les labos en la réponse à un besoin très très fort. Et ça peut prendre du temps, parce que la deep tech, c'est quelque chose de profond, c'est de la science. Mais le résultat, c'est pas seulement de faire des grandes tâches sur scène, c'est aussi qu'on peut remettre quelqu'un comme Kevin debout et des millions d'autres personnes demain. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas barman. Hein. Désolé, je reste pilote d'exosquelette. Allez. Voilà. Allez, tiens. Et Kevin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu utilises Atalante? Alors, il y a eu beaucoup de changements. Le fait de récupérer cette station debout que j'avais perdue a amélioré mon tonus musculaire dans mon fauteuil. Je me sens vraiment bien plus droit. Ça a aussi arrangé mon transit. Hein. Le fait d'être debout, c'est vraiment la pause naturelle, donc on en a besoin au quotidien. Mais ce que ça a surtout changé, en fait, c'est ce que vous avez pu constater, c'est la spasticité. En fait, à force d'être debout, mes muscles étant au quotidien, enfin plusieurs heures par jour détendus, ça a réduit du coup cette spasticité, du coup a réduit mon traitement médicamenteux, ainsi que les douleurs neuropathiques. C'est comme le membre du douleur fantôme. Toutes ces douleurs, à force d'être debout, se sont diminuées. Du coup, j'ai réussi à diminuer mon traitement thérapeutique et ça change vraiment, vraiment mon quotidien. Et j'imagine en plus aussi que l'aspect psychologique de pouvoir être debout à hauteur. Alors j'ai perdu l'habitude parce que maintenant ça fait 2 ans que je me lève, donc du coup c'est devenu un peu normal, mais effectivement de reprendre le plaisir de regarder les gens droit dans les yeux parce qu'ils étaient en fauteuil, au fur et à mesure du temps on commence à se faire des limbagos, mais bon voilà, ici maintenant, à partir de maintenant, depuis que je travaille avec eux, ça a énormément amélioré, ça a amélioré beaucoup plus que je ne l'aurais pensé d'ailleurs, donc c'est un plaisir de pouvoir se faire ce métier-là et d'être au sein de Wondercraft. Et merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre du coup avec Atalante? Du coup, avec Atalante, je peux me déplacer dans un périmètre, peu importe, je peux faire plusieurs mouvements. Reculer. Voilà, reculer, tourner, me déplacer. En fait, je peux circuler dans l'espace que je veux. Le robot me permet de faire vraiment toutes les fonctions naturelles. Je peux m'asseoir, me relever, faire des exercices un peu physiques. Et comme vous avez pu voir avec la partie exercice qui nous permet de faire du coup des squats pour récupérer des choses et faire certains mouvements dans l'espace. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. De rien. Merci à vous. Je crois que comme l'ont bien expliqué Mathieu et ses collègues, il faut être conscient du fait que derrière ça, il y a énormément de recherches fondamentales de très haut niveau
Moi, je me souviens avoir visité il y a 17 ans des laboratoires au Japon où il y avait des robots humanoïdes et on se demandait à l'époque, mais pourquoi est-ce que les chercheurs se perdent du temps à faire des robots humanoïdes, à quoi ça sert? Mais en fait, c'est un robot humanoïde ici qui est derrière. Et je crois que ça montre à quel point on a besoin de recherche fondamentale. Alors, quelques mots sur le CNRS quand même. Donc, le CNRS, il a été créé, vous le savez sûrement, mais je vous le rappelle, le 19 octobre 1939. Alors, ceux d'entre vous qui sont férus d'histoire se disent, mais 19 octobre, c'est quelques semaines après la déclaration de guerre. Donc, je suis sûr, il y en a parmi vous qui doivent se dire, mais ils n'avaient pas autre chose à faire que créer le CNRS alors qu'on commençait ce qui allait être la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, la réponse était non, parce que les gens à l'époque, en particulier les fondateurs du CNRS, Jean Perrin, qui était le prix Nobel de physique en 1926, et Jean Zay, qui était le ministre de l'Éducation nationale, qui est quelqu'un d'assez remarquable, puisque c'est quelqu'un auquel on doit à la fois le Festival de Cannes, le Palais de la Découverte et le CNRS. Et ils sont tous les deux au Panthéon. Eh bien, ils étaient convaincus que la France avait besoin de recherche. Alors aujourd'hui, les conflits sont d'une autre nature, heureusement, mais je crois qu'on a besoin de recherche. L'exemple qu'on vient de voir nous l'illustre parfaitement. On a besoin de recherche fondamentale qui va prendre du temps, parfois. Là, la réalisation que vous avez aujourd'hui, c'est la suite ou les retombées de dizaines d'années de recherche. Si vous prenez l'ARN messager, dont on a un tout petit peu parlé en ce moment, Jacob et Monod, c'est 1961, prix Nobel en 1965. Si vous prenez d'autres technologies comme le deep learning, dont on parle beaucoup, alors deep learning, on a l'impression que c'est né hier, pas du tout. Le deep learning, les algorithmes de deep learning, ils datent de la fin des années 80, et il a fallu une trentaine d'années pour qu'ils puissent être opérationnels. Et donc aujourd'hui, cette recherche fondamentale, heureusement, elle peut se transférer plus vite et il n'y a plus, comme il faut le reconnaître, il y a quelques années, d'opposition entre recherche fondamentale et entrepreneuriat. J'ai presque envie de dire au contraire. Et donc le CNRS, pour vous donner un exemple, avec ses partenaires académiques, et je salue ici la présence de Sylvie Retailleau, qui est présidente de l'université française numéro 1 à Shanghai, 14e cette année. Donc non mais on peut être fier de ça. On peut être fier de ça, c'est-à-dire que, comme le disait Sylvie une fois, tant qu'elle n'était pas classée à Shanghai, ça n'intéresse tout le monde venait nous voir en demandant et pourquoi les universités françaises ne sont pas classées à Shanghai. Maintenant qu'on est aux champions olympiques, ça n'intéresse plus personne. C'est un truc un peu bizarre, mais ça on pourrait en discuter. Mais on a besoin donc de ce transfert. Et le CNRS crée, je le disais avec ses partenaires, une centaine de startups par an, avec certains succès qui prennent du temps, mais qui sont remarquables, puisque nous sommes rentrés au CAC 40 il y a 2 jours, la semaine dernière. Je vois Nicolas qui me regarde en me disant « mais il est fou ». Eh bien pas du tout. Eurofins Scientifique, qui est rentré au CAC 40, c'est issu d'un laboratoire commun entre l'Université de Nantes et le CNRS. Alors ça date de milieu des années 80, donc je ne vais pas vous prétendre que le CNRS est réellement pour quelque chose aujourd'hui dans l'entrée du CAC 40. À l'époque, on n'a pas pris de part dans la boîte, ce qui est tout à fait dommage, parce que ça nous aurait fait sûrement du bien. Mais je crois que c'est ça qui est important, c'est de permettre aux chercheurs qui le souhaitent de passer la rampe, si je peux dire, et de devenir entrepreneur. Je ne crois pas qu'on devienne chercheur en ayant comme objectif premier d'être entrepreneur. On devient chercheur parce qu'on a envie de faire des connaissances extraordinaires, on a envie de faire avancer le monde d'une certaine façon, mais il y a un moment, et on va avoir plusieurs histoires qui vont nous l'illustrer, il y a un moment où vous vous dites, mais finalement, là, ça y est, j'ai une idée qui doit pouvoir se transférer. Et encore une fois, plus cette idée sera, d'un point de vue théorique, au meilleur niveau international, plus vous avez une chance de créer une boîte qui sera disruptive par rapport aux précédentes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment coupler les deux. Il faut aider les chercheurs, ou les chercheuses, parce que vous allez voir qu'il y a des chercheurs et des chercheuses, heureusement, quand ils ou elles sont prêtes à franchir le pas. C'est ce qu'on essaye de faire dans les universités, au CNRS, en lien avec BPI France. C'est vraiment ce transfert, ce qui fait, non pas toute la deep tech, mais une bonne partie de la deep tech. C'est comment on fait, encore une fois, pour transformer d'une certaine façon
d'une certaine façon, une invention d'un laboratoire en innovation. Et pour illustrer ce propos, on a déjà vu un exemple avec Mathieu, mais je vais demander à Louis, à Alexandra, à Giorgio et à Anne de nous rejoindre.